Alors la sortie de l'euro, ce sera le troisième morceau important de ces réformes des jours pendant des premières décisions. La sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Eh bien, nous fixerons d'abord la monnaie, le nom de la monnaie, pas de mystère. Conformément à toute son histoire nationale, la France adoptera le franc. Le franc, c'est-à-dire le libre. Parce que franc, ça veut dire libre, et ça veut dire aussi honnête. Je l'ai dit tout à l'heure, franc, c'est un polysémique, comme on dit, ça a plusieurs sens. Être franc, ça veut dire être honnête, être sincère, être direct également. Et puis, être franc, ça veut dire être libre. Par exemple, franco de port, ou franchise de douane, ça veut dire qu'il y a exemption de gratuité, etc. Et puis, la franc, ça veut dire libre étymologiquement. Je voudrais rappeler à ce propos, faire un petit clin d'œil historique, mais qui me paraît important et qui donnera peut-être envie à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ma conférence sur l'histoire de France d'aller y jeter un œil. Je voudrais vous rappeler d'où vient le franc. En 1356, pendant la guerre de Cent Ans, le roi de France s'appelait Jean II, appelé également Jean le Bon. Et le Bon, c'était une façon gentille de dire qu'il était un peu neuneux, quoi. Jean le Con, en fait. Il avait un fils qui était quelqu'un de remarquable, mais était encore un enfant à l'époque, qui deviendra le grand roi Charles V. C'est un des grands rois de France, pas très connu, mais néanmoins un des très grands rois de France, Charles V. En revanche, Jean II, eh bien, il est très gentil, mais enfin, il se bat à Poitiers en 1356 et il est fait prisonnier par le prince noir, qui est le prince de Galles, qui est l'héritier du trône britannique. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans, donc l'Aquitaine, ça va jusqu'à Poitiers. L'Aquitaine appartient notamment aux Anglais, et le roi de France est arrêté par l'armée anglaise, ceinturé. Il est fait prisonnier. C'est pas d'ailleurs la première fois, enfin c'est pas la seule fois plus exactement, que ça arrivera dans notre histoire nationale que le roi de France soit fait prisonnier. C'est arrivé à François Ier à la bataille de Pavie, c'est arrivé également à Napoléon III à Sedan, le 4 septembre 1870. En attendant, comme nous sommes au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jean le Bon est embarqué. Il est embarqué en Angleterre. Vous connaissez ce portrait, certainement, qui est assez célèbre. Il est emmené en prison en Angleterre. Il est mis sous les verrous par son cousin, Sa Gracieuse Majesté. C'est tout ce petit monde des cousins, mon cher cousin. Donc, on le met en prison, mais c'est une prison dorée. Il est à la Tour de Londres, je crois. Il a des appartements, des tapis, des chauffés, la vaisselle hors d'état ou en argent. Il est très bien traité, mais il n'a pas sa liberté de mouvement. Et puis les Britanniques, comme nous sommes au Moyen-Âge, les Anglais se comportent tel un terroriste moyen, c'est-à-dire qu'ils demandent pour libérer le roi de France, d'une part, que la France cède à l'Angleterre un certain nombre de terres, je crois plus ou moins dans l'Artois, dans le Cambrésis, je ne me rappelle plus très bien, et puis également une rançon en or. Et pour la première fois dans l'histoire nationale, nous allons avoir les Français, les habitants du royaume de France, qui vont être sollicités pour récupérer leur bon roi, qui a été fait prisonnier en 1356. Pendant plusieurs mois, même plusieurs années, on va demander aux gens de donner un petit peu quelque chose. Alors, il y a des gens qui vont donner un canard, un poulet, etc., un cochon, puis tout ça, ça ira chez des changeurs qui achèteront, puis qui donneront un petit peu d'argent en échange. Ça sera éventuellement de la monnaie en argent. Puis il y a des gens un peu plus riches qui ont un petit peu une monnaie en argent, qui s'appellent des gros tournois, par exemple. Et puis d'autres, ils peuvent avoir un petit peu d'or. Tout ça va être collecté, et puis on va aller chez des changeurs, on va collecter, transformer tout ça en or, au bout du compte. Et tout cet or collecté va permettre de payer la rançon, puisque à l'époque, dans les relations internationales, on ne connaît que l'or et l'argent. Ça durera d'ailleurs jusqu'au XXe siècle, même jusqu'au 15 août 1971. C'est que depuis que les accords de Bretton Woods ont été rompus, que maintenant on prétend régler des dettes énormes avec même plus du papier, mais des chiffres sur un compteur. Un jour, ça va se terminer, cette histoire, cette rigolade. Mais depuis que le monde est monde, les gens, pour payer du numéraire, ça se faisait avec de l'argent ou de l'or sonnant et trébuchant. Donc cet or est collationné, et puis on fonde une pièce que l'on frappe, qui est cette pièce qui est restée extrêmement célèbre, que vous connaissez sans doute, en tout cas que vous connaissez certainement, si vous avez vu avec attention ma conférence sur l'histoire de France.
C'est la rançon pour libérer le roi qui va être financé par cette quête auprès de tous les Français et payé avec cette nouvelle pièce en or, dans laquelle je fais un agrandissement. Autour de la pièce, il est marqué le nom du listel, Johannes Dei Gratia Francorum Rex. Ça veut dire Jean, Johannes, Dei par Dieu, Gratia la grâce, Francorum des Français, Rex le roi. Jean par la grâce de Dieu, roi des Français. Et puis vous voyez le roi, il est sur un cheval caparaçonné, comme on dit, c'est-à-dire portant une espèce de grand vêtement avec des fleurs de lys. On voit que le roi porte un aume avec une couronne et des fleurs de lys. Et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il est au triple galop. Et puis, il y a un cercle qui est la représentation métaphorique de la prison dans laquelle il a été emprisonné pendant 4 ans, le temps qu'on réunisse la rançon. Et puis, comme vous le voyez, l'épée du roi, elle sort du cercle. Et puis, les pattes avant du cheval sortent également de la prison symbolique. Et puis, les pattes arrière du cheval sortent aussi de la prison symbolique. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que c'est la libération du roi. Il part au triple galop de sa prison dont il s'échappe. C'est ça que veut dire cette très jolie pièce en or de notre numismatique nationale. Et comme la liberté libre, ça s'appelle franc, la pièce va s'appeler le franc à cheval. Et nous allons donc voir arriver pour la première fois dans l'histoire de France une pièce qui s'appelle le franc. Le franc, ça veut dire le libre. C'est extrêmement important à la fois du point de vue historique et du point de vue étymologique. Ça veut dire que la naissance du franc pour libérer le souverain date de 1360. Être français, c'est avoir sa propre monnaie pour être libre. Et parmi les scansions de l'histoire, comme je disais tout à l'heure, auxquelles il faut être sensible, il faut savoir qu'après, Jean le Bon, qui a donc regagné le royaume de France, monté sur le trône de son fils Charles V, qui a fait frapper des pièces en or qui le représentaient, lui, Charles V, à pied, et que l'on appelait le franc à pied, qui était libre. Et puis ses successeurs. Et le franc a disparu de la numismatique nationale, a été pas définitivement, mais a été temporairement remplacé par l'écu au temps de Louis XIV. Il n'y a plus de franc sous Louis XIV. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Louis XIV est celui qui a imposé à la France une dictature, la monarchie absolue. L'État, c'est moi. C'est un propos apocryphe qu'on lui prête, mais qui traduit bien une pensée. C'est-à-dire que Louis XIV va briser les féodalités, ce qui est bien, mais il va imposer une dictature, ce qui est moins bien. Et donc, le franc a disparu de la France lorsque on a établi une dictature. Et puis, le franc est réapparu. Il est réapparu quand ? C'est le franc germinal à la Révolution. Et puis, le franc a toujours existé depuis la Révolution jusqu'au 17 février 2002, où il a disparu pour être remplacé par l'euro. Et où la République française a été remplacée par une nouvelle dictature qui ne dit pas son nom, qui est la dictature européiste. Donc c'est tout à fait fascinant, je le disais souvent, je le disais pour d'autres choses tout à l'heure, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Ce sont les mêmes archétypes historiques qui se reproduisent, mais sous d'autres formes. Le franc est apparu en 1360 pour la liberté du souverain, a disparu sous Louis XIV au moment de l'établissement de la monarchie absolue, est réapparu au moment de la Révolution française, du retour à la démocratie contre la monarchie absolue, a disparu en 2002 au profit de la dictature européiste. Quand nous recréerons le franc, eh bien, ça sera dans ces scansions, c'est le rétablissement de la démocratie en France. Le calendrier. Avant J plus 2 mois, nous ferons donc la notification aux partenaires de la décision souveraine de quitter l'Union européenne et sortir de l'euro conformément aux dispositions légales de l'article 50, je vous l'ai dit. Dans les jours suivants, la République française rétablira le contrôle des mouvements de capitaux. En fait, ce contrôle des mouvements de capitaux existera, je l'ai dit très probablement, dès avant l'élection présidentielle pour lutter contre la spéculation.
Un appel d'offres sera lancé pour procéder à la fabrication des pièces et des billets de notre nouvelle monnaie nationale avec des contraintes spécifiques de sécurité et de délai. Avant J+3 mois, l'État passera commande des pièces et billets aux soumissionnaires retenus pour l'appel d'offres. Avant J+7 mois sera la mise en circulation des nouvelles pièces et billets en francs. Ce qu'il faut savoir, ce qui est bon à savoir, c'est que la France est l'un des champions mondiaux de la production de billets selon les critères de sécurité des technologies les plus en pointe. La France dispose en effet de l'usine de la Banque de France à Chamalières, notamment, et de l'usine de l'entreprise privée François-Charles Oberture Fiduciaire, troisième imprimeur mondial de billets de banque et numéro 1 mondial des documents d'identification, les passeports, etc. Il faut savoir que énormément de pays dans le monde font fabriquer leurs passeports, par exemple, ou leurs pièces d'identité en France, notamment chez François-Charles Oberture. Par exemple, ici, vous avez un spécimen des billets de l'Uruguay qui ont été fabriqués récemment par FCOF, par Oberture. Et, la France imprime la monnaie papier ou les documents d'identification de plus de 70 pays. D'ailleurs, les deux usines que nous possédons en France, à la fois à Chamalières de la Banque de France et d'Oberture, ont été sélectionnées et fabriquent les billets en euros. C'est dire à quel point nous n'avons aucun risque de contraintes techniques ou d'approvisionnement en papier, par exemple, dans la fabrication de la nouvelle monnaie fiduciaire. Personne ne peut nous mettre des bâtons dans les roues. On est parmi les principaux producteurs et experts mondiaux, sinon le premier. Donc aucun risque technique de ce point de vue-là. Alors, la fixation du graphisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Union populaire républicaine est un mouvement de libération nationale qui se situe au-delà du clivage droite-gauche. Nous rassemblons les Français de toutes les origines, de toutes les convictions politiques et religieuses pour défendre ce qui est notre bien commun, notre ultime bien commun à tous. Le plus grand dénominateur commun des Français, c'est notre pays, c'est la France, c'est la liberté, la souveraineté de notre pays. Donc, dans ces conditions, nous veillerons à ce que le graphisme des nouveaux billets en francs rende hommage, dans la mesure évidemment des moyens techniques et du nombre de billets, on ne va pas faire des centaines et des centaines de billets, rende hommage aux grands idéaux républicains et à tous les Français, quelles que soient leurs origines et leurs convictions, qui se sont battus souvent au péril de leur vie pour que vive la France, le pays des hommes libres. Parce que la France, ça veut dire le pays des hommes libres. Il y a deux pays au monde qui s'appellent le pays des hommes libres. C'est la France et c'est la Thaïlande. Thaïlande, ça veut dire pays des hommes libres. D'ailleurs, il n'est pas inutile, en tout cas c'est un clin d'œil de l'histoire et de l'étymologie, de savoir que la Thaïlande est le seul pays au monde pratiquement à n'avoir jamais été colonisé. Il n'y en a pas 50. Toute l'Afrique a été colonisée, toute l'Amérique a été colonisée, toute l'Asie a été colonisée, à l'exception du Japon, mais qui a quand même été colonisé à partir de 1945 lorsque les États-Unis ont débarqué après Hiroshima et Nagasaki. Et donc, qui n'a pas été colonisé? Bien la Thaïlande, voilà, qui s'est opposée à la France, notamment au Cambodge. Bref. Alors, la fixation du graphisme, c'est ce qu'on va faire. On va rendre hommage à tous les Français, des hommes, des femmes, des gens de toutes les couleurs, de toutes les convictions et de toutes les opinions politiques. Le premier billet, eh bien, ça sera le billet de 5 francs qui représentera, avec ici, vous voyez, un filigrane, qui représentera à l'avers le premier franc de 1360 que je vous ai décrit à l'instant. Ça sera la première fois qu'il figurera sur un billet. Ça sera la première fois qu'on rendra hommage à Jean Lebon sur un billet de banque. Et puis au revers, ça sera Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, morte en 1431, brûlée vive à la demande de l'évêque Cauchon, représentant l'intelligentsia parisienne qui jouait déjà le jeu de l'étranger, qui collaborait avec les Anglais contre le royaume de France. Jeanne d'Arc a été canonisée en 1920, très tardivement. Jeanne d'Arc qui est devenue, au fil des siècles, notamment au cours du XIXe et du XXe siècle, une espèce de figure allégorique de la droite française, pour ne pas dire de l'extrême droite, qui aime à se prévaloir de Jeanne d'Arc. Outre qu'il n'y a aucune raison de laisser Jeanne d'Arc à l'extrême droite, c'est quand même un symbole et un signal que nous enverrons à tous les Français de droite qui ont rejoint l'UPR et qui veulent se battre pour la France. Sur ce billet figurera, comme sur tous les autres, un filigrane qui représentera ici Marianne, ici la bande métallisée holographique, ici la bande iridescente, et puis vous ne le voyez pas, mais le fil de sécurité sombre observable uniquement en transparence, c'est-à-dire selon tous les critères de la sécurité contemporaine.
Le billet de 10 francs, lui, représentera et rendra hommage aux révolutionnaires. Avec à l'avers ce fameux tableau de Isidore Pils, qui est un tableau apocryphe, qui date d'environ 1840-45, qui représente Rouget de Lille chantant la Marseillaise, le chant de l'armée du Rhin, en avril 1792 à Strasbourg. Et puis au revers, eh bien, un hommage aux sans-culottes qui ont renversé la monarchie. On rendra donc hommage à la monarchie dans le billet de 5 francs. On rendra hommage à ceux qui ont renversé la monarchie dans le billet de 10 francs, ce qui est tout à fait logique, puisque l'histoire ne se coupe pas en morceaux. La France, elle est le fruit de siècles et de siècles de monarques qui ont fait la France. Les Capétiens, notamment, ont fait la France et on doit leur rendre hommage. Et puis la France, elle est aussi le fruit de la Révolution française à laquelle nous devons tant. Et notamment, nous représenterons ici un sans-culotte. Je rappelle au passage que le sans-culotte, ce n'est pas quelqu'un qui se promène tout nu. Le sans-culotte, c'est quelqu'un qui ne porte pas de culotte. Et la culotte, ça n'est pas, comme certains d'entre vous qui ont l'esprit mal placé pourraient le penser, ça n'est pas une petite culotte. La culotte, c'est ce qu'on appelle maintenant un pantacourt, ça s'arrête au niveau du genou. C'est porté par les aristocrates, c'est en soie, et en dessous, ou en velours plus exactement, excusez-moi, et en dessous, il y a un bas de soie qui va jusqu'à des escarpins. C'était ainsi qu'étaient habillés tous les aristocrates en France. Donc les aristocrates se moquaient du peuple parce que le peuple portait ce que l'on appelait à l'époque des chausses, et que l'on appelle aujourd'hui des pantalons ou des jeans. C'est plutôt l'équivalent du jean, puisque maintenant le jean est porté par une grande partie de Français. Voilà. Donc c'était les sans-culottes, et c'est le côté bravage des Français, puisque les aristocrates les méprisaient pour ne pas avoir de culottes, et bien de façon provocatrice, quand même, là, être les Français, ils ont dit, oui, nous sommes des sans-culottes. Ça, c'est un esprit très français. Le coq gaulois, c'est la même chose. Gaulois, c'est Gallus en romain, ça fait une allitération avec la Gaule. Et donc, c'est un sobriquet qu'on a donné aux Gaulois et aux habitants de la Gaule, des coqs, parce que c'est ce côté, ce volatile un peu ridicule, en haut de son tas de fumier qui pousse des cocoricots. Mais les Français ont transformé ça en un truc positif. À partir de Louis-Philippe, on a pris ça comme emblème, par provocation. Comme de nos jours, d'ailleurs, les immigrés clandestins, conseillés par des Français, se sont baptisés sans-papiers. Ils en tirent un titre de gloire. C'est le même type de provocation à travers les siècles. C'est tout à fait intéressant à noter. Et je renvoie à l'analyse que j'ai faite de la Marseillaise. Le sang impur, c'est la même chose. Ne croyez pas que la Marseillaise soit un chant raciste. C'est un mensonge, c'est de la désinformation. Il ne pouvait pas y avoir de chant raciste en 1792. C'était les Français qui se battaient contre les troupes européennes et les Allemands. Il n'y avait pas de Noirs, il n'y avait pas d'Arabes dans les armées allemandes de 1792. Les théories raciales vont intervenir avec le comte de Gobineau, avec la théorie sur l'inégalité des races humaines à partir de 1845. Le sang impur, c'est le sang du peuple, puisque les aristocrates prétendaient avoir le sang pur. Ils avaient le sang bleu, d'ailleurs. Le roi, la famille royale avait le sang bleu. Les aristocrates avaient le sang pur. Et puis le peuple avait le sang impur. Et comme le peuple était souvent dans les champs, puisqu'il y avait 90% de paysans, ils étaient au soleil, ils avaient la peau hâlée. Alors que le grand critère de beauté de l'époque, c'est que les dames de l'aristocratie devaient avoir le teint ivoire le plus pâle possible, ce qui montrait d'ailleurs qu'elles ne faisaient pas les travaux des champs. Et on reliait cette différence de couleur de peau au sang, de la qualité du sang. C'est comme ça que les gens raisonnaient. Donc lorsque vous avez dans la Marseillaise qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire qu'il faut que le sang du peuple martyr va abreuver les sillons, ça va permettre de faire naître de nouveaux résistants. C'est dans le 4e couplet que ça apparaît. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, mais c'est quelque chose d'important à préciser. Le nouveau billet de 20 francs lui rendra hommage aux Français de gauche, de la gauche socialiste notamment, avec à l'avers Gambetta, ici proclamant la République depuis l'hôtel de ville de Paris en septembre 1870, après la chute de Napoléon III. Et là, je fais un petit clin d'œil à Gambetta, Léon Gambetta, qui n'est pas forcément très bien connu. Léon Gambetta s'est fait connaître notamment après la crise du 16 mai 1877. Nous sommes dans les débuts de la Troisième République. Il y a eu un premier président de la République, vous savez, c'était Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, et puis qui a fait le coup d'État, qui s'est proclamé empereur. Ça a mal commencé. Le deuxième président de la République française a été Adolphe Thiers, qui était un monarchiste. Le troisième président de la République s'appelle Patrice de MacMahon. Il est le descendant d'une famille venue d'Écosse, au temps de Louis XIV, je crois. Il est président de la République française, mais il est monarchiste lui aussi. D'ailleurs, une grande partie des Français sont monarchistes.
en 1877. Je vous renvoie là aussi à la conférence sur l'histoire. Et puis Patrice de MacMahon, le 16 mai 1877, décide de se faire un coup de force et d'essayer de transformer la République, la présidence de la République, en une espèce de pouvoir presque dictatorial, en tout cas imposant sa volonté au Parlement, à la Chambre des députés. Ça crée une crise de régime. Et Léon Gambetta, lui, va s'opposer à ce coup de force. Et il va dire, c'est pas possible, la démocratie, c'est que, au bout du compte, c'est pas le président de la République qui doit triompher, c'est la Chambre des députés. Et donc, il va y avoir une campagne électorale qui va se dérouler entre les mois de mai, juin, juillet, août. Et Léon Gambetta va faire quoi? Il va créer un parti politique qui va s'appeler l'Union républicaine. Et puis, il va faire des conférences à travers toute la France. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, plutôt des conférences, disons des réunions publiques. Je ne suis pas sûr qu'il avait un PowerPoint. Et il va à travers toute la France et il ameute les Français en disant « il faut que vous vous battiez pour la démocratie ». Et notamment, il va faire un discours qui est resté célèbre, du moins pour sa chute finale. C'est le discours qu'il fait à Lille au mois d'août 1877 et que je vous relis, du moins la fin de ce beau discours. Il dit, parce que certains disaient « mais de toute façon, l'oligarchie, les tenants du régime ne vont jamais vous laisser imposer la démocratie en France. Vous ne pourrez pas appliquer votre programme, ce que nous, on nous dit. » Et qu'est-ce que dit Gambetta? Il dit « ne croyez pas que quand ces millions de Français, paysans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre terre française, auront fait leur choix, et précisément dans les termes où la question est posée. Ne croyez pas que quand ils auront indiqué leurs préférences et fait connaître leur volonté, ne croyez pas que lorsque tant de millions de Français auront parlé, c'est-à-dire auront voté, il n'y ait personne, à quelque degré de l'échelle politique ou administrative qu'il soit placé, qui puisse résister. Et il conclut son discours. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. Gambetta, 15 août 1877, discours à Lille. Et vous avez peut-être entendu cette phrase, il faut se soumettre ou se démettre. Ça fait référence à ce discours. Mais nous disons exactement la même chose. Ne croyez pas, messieurs de Goldman Sachs, de JP Morgan, de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne, de Washington et de l'OTAN. Ne croyez pas, messieurs, que quand des millions de Français électeurs de la libre terre française auront fait leur choix de quitter l'Union européenne, l'euro et l'OTAN, ne croyez pas qu'il y ait personne parmi vous qui puisse résister, parce que quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs de Goldman Sachs, de JP Morgan, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, de l'OTAN, de Washington, eh bien, il faudra se soumettre ou se démettre. Tout y est, hein. Toute l'histoire de France nous donne la solution de ce qu'il faut faire, celle que nous vous proposons. Et puis au revers de ce billet de 20 francs, toujours pour célébrer les Français de gauche, eh bien, Jean Jaurès qui est mort en juillet 1914, comme vous le savez, parce qu'il s'opposait au jeu des alliances automatiques qui nous entraînait vers l'abîme. La France avait fait une alliance avec l'empire des tsars, la visite de Nicolas II, d'Alexandra Féodorovna, sa femme, la tsarine, qui avait été reçue en 1896 à Paris par Félix Faure. C'était l'alliance franco-russe pour faire la paix, pour garantir la paix par rapport aux empires centraux. Et puis l'alliance de 1905 avec Théophile Delcassé du côté français pour faire l'entente cordiale avec le Royaume-Uni. Et c'est ces alliances-là qui étaient prétendues faire la paix qui nous ont entraînés au désastre, parce que lorsqu'il y a eu l'attentat de Sarajevo, il y a eu un jeu de court-circuit qui s'est brutalement passé. L'Autriche a demandé des comptes à la Serbie, qui a refusé une des 14 conditions qui avaient été imposées. L'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie avait des accords avec la Russie, et tout d'un seul coup nous a embrasés. Et Jaurès s'y est opposé, il a été assassiné par un assassin qui portait le nom de Raoul Villain. Et d'ailleurs, on a oublié de dire qu'il a été acquitté en 1920. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans la même situation. Je renvoie à ma conférence qui s'appelle « L'Europe, c'est la guerre ». Nous sommes en train, en ce moment, de recréer les mêmes conditions de 1914, le même jeu des alliances automatiques. Cette fois-ci, les empires centraux à combattre
Ce n'est pas l'Empire wilhelmien, l'Empire bismarckien, la Prusse devenue Allemagne, et ce n'est pas l'Empire austro-hongrois. Désormais, les empires centraux, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. Désormais, les empires centraux, c'est la Russie poutinienne, si j'ose dire, et le monde arabo-musulman. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris sur ce qui risque d'arriver. Le billet de 50 € est peut-être celui que je trouve le plus émouvant, puisque lui, il rend hommage un peu aux extrêmes. Il rend hommage côté Avers à l'extrême gauche, et ainsi qu'aux immigrés et aux étrangers qui se sont battus pour que vive la France. C'est une reproduction de la photo des membres du réseau de Missak Manouchian fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944 pour que vive la France, avec des gens qui étaient arméniens, italiens, polonais, juifs, communistes pratiquement tous, et qui, bien que n'étant pas de nationalité française, faisaient partie de la résistance et ont été fusillés et sont morts pour la patrie. Façon de rendre hommage à tous ces étrangers qui sont morts pour la France et dont on trouve d'ailleurs des traces, même à Valmy. Vous savez, l'un des fidèles lieutenants de celui qui allait devenir Bolivar était à la bataille de Valmy. Des étrangers sont venus se battre pour défendre la République française contre les troupes de l'Europe coalisée. Et je ne cesse personnellement de rappeler que nous avons une dette d'honneur vis-à-vis notamment de tous les Sénégalais qui sont morts en 1915, 1916, qui sont venus se battre à Verdun et que l'on envoyait souvent parmi les premiers, ou bien les Algériens ou les Marocains que l'on envoyait souvent parmi les premiers se faire tuer à Monte Cassino en 1944. Et puis le revers de ce billet, c'est pratiquement l'inverse. Le revers de ce billet, c'est Honoré d'Étienne d'Orves, une très grande famille aristocratique française, très à droite, catholique, qui lui aussi qui était de la Marine nationale et qui a été fusillé au Mont Valérien le 29 août 1941, lui aussi pour que vive la France. Ce qui montre que la France est capable de rassembler autour d'elle des gens de conditions sociales extraordinairement différentes, mais qui ont le même idéal, c'est de faire que la France reste le pays des hommes libres. Le billet de 100 francs représentera Charles de Gaulle, chef de la France libre en juin 1940. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que Charles de Gaulle, comme d'ailleurs toutes les personnalités citées auparavant, n'ont jamais fait l'objet d'un billet en France, d'un billet de francs. Et donc il est temps de rendre hommage aux fondateurs de la France libre, de la résistance, de la Ve République. Et puis le revers de ce billet de 100 francs rendra hommage à Félix Éboué, compagnon de la Libération, un compatriote noir. Jamais, en tout cas dans les billets dans les billets de coloniaux, ça a déjà été le cas, mais dans les billets de la République française, il n'y a jamais eu de billets qui représentent certains compatriotes français noirs. Vous savez que Félix Éboué a sauvé l'honneur de la haute fonction publique française puisqu'il a été le premier haut fonctionnaire français à rallier Charles de Gaulle. Or, Félix Éboué était un descendant d'esclaves qui avaient été transférés au XVIIe, au XVIIIe siècle dans la traite des Noirs en Guyane française. Ses ancêtres avaient été rendus libres, notamment après 1848, avec Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage par la République française. Il en était un descendant, il était le gouverneur du Tchad, et Félix Éboué a été le premier haut fonctionnaire à rallier de Gaulle, quand tous les hauts fonctionnaires avaient rallié Vichy. Ça sera pour nous une façon de rendre hommage à cette personnalité finalement peu connue de l'histoire de France et une façon également de rendre hommage à tous les Français, y compris à nos compatriotes noirs, qui méritent bien cet hommage de la patrie. Le billet de 200 francs, enfin le dernier billet, représentera, ça on se fera un petit plaisir collectif, si je peux me permettre. C'est la statue de la République, place de la République à Paris, qui brandit un rameau d'olivier, symbole de paix et de République. Ça sera évidemment un clin d'œil de fin gourmet pour les gens qui auront travaillé au développement de l'Union populaire républicaine avec son rameau d'olivier. Et puis au verso, ça sera le génie de la liberté au sommet de la colonne de la place de la Bastille où figurent les noms des quelques 3000 Parisiens et Français qui ont été fusillés, assassinés en fait, par les troupes de Charles X en 1830 pour essayer de rétablir la République. Vous savez d'ailleurs que cette révolution a été volée aux Français, au peuple de Paris, par un banquier, notamment le banquier Laffitte, avec le vieux Lafayette et le jeune Thiers, et qui ont dit aux Français « Ah oui, ce que vous voulez, en fait, c'est un autre roi.
Ce n'est pas du tout ça que voulaient les gens. Ils voulaient la République. Donc, en 1830, la révolution a été déviée. C'était une espèce de... comme les révolutions arabes, n'est-ce pas? On a dit à la population, ce que vous voulez, c'est ça, parce que c'est pas du tout ce que voulait la population. C'est comme ça que les Français se sont ramassés, Louis-Philippe, pendant 18 ans, jusqu'à ce que la monarchie s'effondre et que Louis-Philippe s'enfuit, d'ailleurs déguisé en vieille dame, ce qui n'était pas pas très grand, la fin de la monarchie en France. Voilà. Alors, en d'autres termes, eh bien, comme vous le voyez, recréer le franc, seule l'UPR est prête. Je ne dis pas que ces billets ne changeront pas tout à fait définitivement de forme. Il faudra qu'ils soient revus par certains de nos nouveaux graphistes. Mais enfin, en gros, ça sera ça. Et vous comprenez l'esprit qui anime notre mouvement. Alors, la fixation du taux maintenant, eh bien, on fera un taux de conversion de 1 pour 1. Je l'ai annoncé, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je l'ai dit, je persiste et signe. Ça veut dire qu'on changera les billets de 5 € pour 5 francs, de 10 € pour 10 francs, de 20 € pour 20 francs, de 50 € pour 50 francs, de 100 € pour 100 francs, de 200 € pour 200 francs. Certains pourront s'étonner en disant « Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas au taux de change de 6,55, 957 ?» Mais ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucun intérêt si ce n'est que de rendre aux Français un certain effroi par rapport au prix qu'ils acquittent. Quand vous payez un café 2 € ou 2,50 €, vous découvriez, si vous mettez par 6,55, 957, que vous payez votre petit noir 18 francs. Ça fait froid dans le dos pour ceux qui se rappellent quel était le prix du café en 2001 quand on payait en francs. J'ajoute également que ça facilitera le travail des commerçants, de tous les distributeurs, et ça empêchera les phénomènes inflationnistes des taux d'arrondi. Parce que si vous êtes obligé de remultiplier tous les prix par 6,55, 957, certains seraient tentés de multiplier par 7. Ce qui fait évidemment une inflation. Vous savez ce qui s'est passé au moment du passage du franc à l'euro. Ça a été une formidable inflation qui a été largement sous-estimée et cachée. Ce taux sera garanti pendant toute la procédure d'échange de billets, disons pendant 1 mois. Il faudra peut-être revoir la durée, peut-être qu'elle soit plus courte. On proposera aux gens de changer leur billet en euros contre un billet en francs. C'est en fait un peu un détail, parce que lorsque vous irez au distributeur automatique de billets, que vous introduirez votre carte bleue, si vous en avez encore une et qu'on vous la partirez, eh bien, vous retirerez de l'argent, ce sera les nouveaux billets en francs. Donc les billets en euros auront tendance à disparaître. D'ailleurs, il n'est pas sûr que les gens se précipitent pour changer leurs billets en euros, puisque ces billets en euros auront une probabilité non négligeable de prendre de la valeur par rapport au franc, puisque le franc sera très probablement destiné à se déprécier au cours des semaines et des mois qui suivent. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça fait partie du programme. Il est absolument indispensable que nous ayons une monnaie nationale dont le taux de change externe soit inférieur à celui de l'euro actuel. Puisque la France sortira unilatéralement de l'euro, celui-ci continuera d'ailleurs d'exister au moins pendant quelques temps. Les billets en euros qui n'auront pas pu être échangés contre des billets en francs ou taux de change administré n'auront donc pas perdu de leur valeur, à la différence de ce qui s'est passé en 2002. En 2002, il y avait un intérêt à ce que les gens changent rapidement les billets, parce qu'à partir du 17 février 2002, c'était du 1er janvier au 17 février. À partir du 17 février 2002, vos billets en francs n'étaient plus changeables qu'à la Banque de France, et puis 10 ans après, ils n'étaient plus changeables du tout. Quoique vous savez que ceux qui ont gardé des très beaux billets en francs, maintenant, ça a une certaine valeur pour les collectionneurs et les numismates, donc finalement, ils n'ont pas forcément perdu au change. Par ailleurs, le franc sera une devise convertible. Donc une fois la période d'échange administrée au taux garanti de 1 franc pour 1 euro, qui durera peut-être d'ailleurs moins d'1 mois, qui durera peut-être que finalement une semaine ou quelques jours, les billets en francs et les billets en euros resteront mutuellement convertibles, comme les billets en dollars, les billets en livres sterling, etc. Vous pourrez toujours changer des billets en francs contre des billets en euros, mais évidemment, peut-être pas au même taux que ceux auxquels vous l'aurez changé. Je reviendrai sur l'évolution du franc par rapport à l'euro ensuite. Il est possible également que vous n'ayez pas à le changer contre l'euro, parce qu'il est tout à fait possible que la sortie de la France de l'euro amène la désintégration de l'euro. Il est très probable que si la France sort de l'euro, eh bien, il est très probable que nous aurons une sortie de l'euro de la part des Grecs, de la part des Italiens et des Portugais. Les autres problèmes techniques, eh bien, les dettes et les créances des résidents et les dettes et les créances des non-résidents. Ça fait partie de ce qu'on vous raconte souvent. On vous dit, mais vous vous rendez compte, si on sort de l'euro, le franc va perdre 50% de sa valeur, ce ne sera pas le cas.
mais il va perdre, mettons, 25%, ce qui est déjà plus probable, de sa valeur, et donc les dettes vont augmenter de 25%, 30%. La dette publique française va augmenter de 30%. C'est faux. C'est faux parce que nous changerons, le taux de change des dettes sera de 1 pour 1. C'est-à-dire que toutes les dettes en France et toutes les créances auront été traduites au taux de 1 pour 1. C'est une décision souveraine. Donc les résidents, pour eux, ça n'est pas gênant de passer au taux de 1 pour 1. Ce qui peut être gênant, c'est pour les non-résidents qui ont des créances sur l'État français. Ou même pour des résidents ayant une créance, ayant acheté des obligations de la République française. Certains peuvent dire, attendez, vous êtes endetté en euros et d'un seul coup, vous allez rembourser en francs. Or, le franc perd 25%, 30% de sa valeur, vous nous remboursez en monnaie de singe. À quoi je réponds ce que j'ai répondu? À quoi nous répondons que ça n'est pas exact parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est différent actuellement selon les obligations d'État. Si vous achetez de l'obligation allemande à 10 ans, vous payez du 1,4%. Si vous payez des obligations françaises à 10 ans, vous les payez du 2,2%. Si vous achetez des obligations grecques, le taux d'intérêt qui vous est servi, c'est du 5 ou 6%. Pourquoi y a-t-il ces différences de taux d'intérêt entre les obligations grecques, françaises, allemandes? Il n'y a aucune raison normalement, puisque c'est une monnaie prétendument unique, avec un taux impec de 1 pour 1 ad vitam aeternam, et qu'il y a une solidarité entre tous les États. Donc normalement, c'est le même risque de crédit. Donc normalement, ça devrait être absolument les mêmes taux d'intérêt. Si ça n'est pas les mêmes taux d'intérêt, c'est qu'il y a un problème. Problème qui a été posé, la question a été posée par les journalistes du Financial Times, du Wall Street Journal, à Mario Draghi, le président de la BCE, à l'été 2012. Et ce monsieur a commis un petit impair, un gros impair dans la communauté financière internationale. Il a dit, il a levé le ministère, enfin il l'a dit, c'est le tort qu'il a eu, c'est de le dire. C'est-à-dire qu'il fallait payer le risque de liquidité. C'est-à-dire que quand vous prêtez de l'argent, ça a un coût de prêter de l'argent. Vous facturez quelque chose, puisque vous vous privez, vous, de la jouissance de l'argent dont vous possédez. Mais ça ne dépend pas du débiteur, ça ne dépend pas du créancier. La deuxième chose, c'est le risque de crédit. Et la troisième chose, c'est le risque de change. Et ce que ça a dit Mario Draghi. Risque de change, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si vous payez, si le taux d'intérêt que les marchés financiers demandent à la Grèce pour 10 ans est de 6%, alors qu'il n'est que de 2,2 à la France et 1,4 à l'Allemagne, c'est parce que les marchés financiers intègrent dans leurs anticipations la possibilité que sous 10 ans, l'euro est explosé et qu'il soit remboursé en drachmes dans un cas, en francs dans un autre cas et en Deutsche Mark dans le troisième cas. Donc ils facturent ce coût, ils facturent cette hypothèse. Donc nous serons fondés à dire, écoutez, la France a payé du 2,2 ou 2,3 quand l'Allemagne payait du 1,4. Les marchés financiers nous ont surfacturé par rapport à l'Allemagne par anticipation du risque qui maintenant se concrétise. Il s'est concrétisé, nous n'avons rien à payer. Nous avions payé une prime de risque pour ça qui se concrétise. Comprenez le raisonnement? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps.